Oui, bonjour, je m'appelle Dominique Debier, je suis pharmacien de formation et je suis vice-présidente de l'association Europadonna France depuis maintenant une dizaine d'années. L'association Europadonna France prend en charge les patientes atteintes de cancer du sein. Nous sommes la filiale française d'une coalition de 47 pays qui, au niveau européen, a décidé de prendre en charge ces patientes pour avoir une meilleure qualité de vie et un meilleur traitement. L'association de patientes, dans une pathologie qui représente beaucoup de patientes, puisqu'il y a, il ne faut pas l'oublier, plus de 60 000 cancers du sein par an en France, est très importante parce que les patientes ont des besoins d'une part différentes, donc elles ont besoin de se regrouper et de pouvoir trouver autour d'elles un certain nombre d'activités qui vont leur permettre aussi de se sortir de la maladie et de pouvoir avoir une meilleure prise en charge. Europadonna, depuis plus de 25 ans, a été créé sur ce principe-là. C'est que les patientes se rassemblent, que les patientes fassent un certain nombre d'activités ensemble, que les patientes s'informent, que les patientes lisent nos brochures, que les patientes puissent venir à notre colloque, et ce qui permet donc à Europadonna d'avoir ce rôle dans le paysage de l'association de patients dans le cancer du sein. Europadonna France, depuis le début de sa création, s'est beaucoup impliquée auprès des autorités de santé. Nous avons participé déjà à chaque plan cancer, les trois premiers plans cancer. Nous sommes très impliqués dans un certain nombre de groupes de travail de l'Institut national du cancer, de l'Agence du médicament, du comité économique. En tant que représentante de patientes atteintes de cancer du sein, les autorités de santé, les sociétés savantes, les groupes de travail de différentes associations peuvent aussi nous solliciter pour que l'on puisse justement participer à un certain nombre de sujets concernant le cancer du sein. Cette dernière période de crise sanitaire, nous avons eu des relations très rapprochées avec les patientes, principalement par téléphone, où il y a eu beaucoup de questions sur le fait si elles devaient aller se faire soigner, si elles devaient se faire dépister, quelles étaient les questions qu'elles se posaient sur leur traitement, sur les effets secondaires. Donc nous avons la chance d'avoir un conseil scientifique qui est assez large et qui nous permet une aide pour répondre à un certain nombre de questions médicales. Nous sommes aussi naturellement là pour répondre à des questions sur les offres de soins de support, sur les différentes questions qu'on peut se poser sur les prothèses mammaires, sur les perruques, sur tout ce qui entoure en fin de compte la prise en charge de ce temps pendant la période de cancer du sein. Concernant tout ce qui sont les aidants, les personnes qui accompagnent aussi les patientes, on s'est beaucoup focalisé pendant de nombreuses années sur les enfants, parce que le cancer du sein concerne majoritairement des femmes qui ont souvent des enfants, et il y a plusieurs problématiques, l'annonce, l'explication de la fatigue, l'explication du traitement, l'explication du changement de l'enveloppe corporelle, hein, les cheveux, le poids, un sein en moins. Donc on avait aidé l'édition de livres destinés aux enfants à cette problématique. On met souvent en contact en plus les aidants qui parfois se posent pas mal de questions avec d'autres aidants dans des structures qui peuvent déjà exister, c'est-à-dire que ce n'est pas principalement Europadonna, mais on a la chance quand même d'avoir un niveau d'information au niveau local assez détaillé qui permettent de mettre en relation et d'aider les aidants justement à exprimer leurs doutes, leurs craintes, leurs peurs. Donc nous avons un rôle assez important concernant l'accompagnement aussi de la patiente. Pour les proches qui sont confrontés à la maladie indirectement, puisque c'est
ou la conjointe, ou l'ami, ou la sœur qui a atteinte de la pathologie, je pense que la bonne place, c'est ne pas minimiser. Il ne faut pas répondre c'est pas grave, c'est comme une grippe. C'est ce qui est parfois le plus dur à supporter. Faut pas non plus tomber dans le pathos complet. Il faut savoir être là, simplement accompagner, surtout quand il y a parfois des rendez-vous médicaux, être la deuxième personne qui va être un petit peu détachée, mais qui va écouter ou poser certaines questions par rapport à la patiente, qui va apprendre un certain nombre de choses, c'est très important. Et puis, il va falloir faire ce rôle, aider, participer, voir ce que la patiente peut ou veut faire sans la protéger peut-être complètement, mais tout en étant présent. Donc c'est un rôle qui parfois est peut-être difficile à juger. Il ne faut peut-être pas se lancer dans un travail effréné au moment où la maladie arrive, mais en même temps ne pas considérer que la patiente va malheureusement mourir le lendemain. Donc il faut arriver à trouver cette espèce de position d'accompagnant, et il ne faut pas hésiter justement pour les proches de se renseigner, d'échanger avec d'autres proches pour se rendre compte aussi de quelle est la meilleure position, et peut-être simplement de parler beaucoup. Je pense que c'est très important parce que la non-communication, et c'est pas parce qu'on ne parle pas d'un sujet que le sujet n'existe pas, il faut pouvoir arriver à parler, à demander, à poser des questions, à reposer des questions, et puis à montrer tout l'intérêt qu'on porte à la personne. Je pense que c'est ce qui est le plus important. On pense qu'il est très important que les patientes soient actrices de leur prise en charge. Il y a plusieurs façons qui peuvent passer par simplement la demande d'un deuxième avis, parce que la patiente ne va pas avoir complètement confiance ou va peut-être être inquiète sur certains sujets. Et puis, il y a une autre façon, c'est de bien comprendre ce qui se passe, de poser les bonnes questions et de pouvoir s'impliquer dans une décision médicale partagée. En même temps, nous savons très bien qu'il y a des patientes qui font entièrement confiance et qui ont besoin de ça, de faire confiance à l'oncologue, de faire confiance à l'équipe soignante, de faire confiance aux différents participants, des gens qui se sont réunis et qui ont décidé de leur traitement, et donc qui vont suivre complètement en aveugle et qui ont besoin de ça. Par contre, il y en a d'autres qui, pour des raisons différentes, vont se renseigner, vont vouloir poser des questions, vont vouloir s'impliquer beaucoup plus. Nous, au niveau de l'association, on essaye toujours de garder cet équilibre entre celles qui souhaitent suivre complètement un traitement et aider celles qui ont des doutes, donc être là aussi, pouvoir répondre aux questions, pourquoi elles ont des doutes, et parfois, souvent, c'est des gens qui ont besoin d'avoir un peu plus de précision sur quelque chose, ou qui ont eu des explications peut-être un tout petit peu rapides, et qui n'ont pas la confiance totale qui est très nécessaire pour la prise en charge de la pathologie. Alors, au niveau de l'association, nous avons été confrontés il n'y a pas très longtemps, mais on a dû vraiment mettre en place des systèmes d'information différentes concernant justement le cancer du sein précoce et puis le cancer du sein qu'on appelle avancé ou métastatique. Il y a vraiment maintenant des demandes et des besoins qui sont de plus en plus différents. Donc, dans certaines délégations régionales, nous avons fait des cafés Dona où nous avons séparé les patientes qui avaient un cancer du sein précoce et d'autres cancers du sein métastatique, et nous avons en plus fait des actions très ciblées, tournées vers les patientes atteintes de cancer du sein métastatique, parce qu'il y avait, on s'est aperçu, des besoins très différents. Des besoins sur la longueur du traitement, sur les risques d'effets secondaires des traitements, sur la prise en charge médicale, sur la façon dont elles allaient vivre avec la meilleure qualité de vie, sur un temps long. La patiente qui a un cancer du sein précoce a un temps souvent très actif au niveau prise en charge, où elle va souvent à l'hôpital, mais c'est sur un temps court. Donc c'est vrai que les patientes atteintes de cancer du sein métastatique sont de plus en plus traitées par des thérapies orales et ont donc
besoin d'un accompagnement beaucoup plus sur le long terme. Ça nous a poussé d'ailleurs à nous associer à d'autres associations pour créer ce fameux collectif 1310, cette fameuse journée du 13 octobre qui est destinée aux patientes atteintes de cancer du sein métastatique, où il va y avoir un certain nombre de sujets concernant aussi bien la sexualité que le retour au travail, que la prise en charge, quelles sont les activités qu'on peut faire quand on a un cancer du sein métastatique, parce qu'il y a vraiment des besoins très particuliers. Octobre Rose, pour nous, c'est le mois où on fait le plus, où on faisait, et là on espère en refaire cette année, le plus d'activités pour que les patientes, l'entourage, les filles, les mères, les parents, les frères ou les oncles se mobilisent. L'essentiel, c'est de se mobiliser. Alors, c'est pas uniquement sur un mois, mais déjà pouvoir parler de cette pathologie, pouvoir parler des différents aspects de cette pathologie qui est quand même de plus en plus complexe, permet au moins pendant un mois d'avoir ce gros avantage. Et Europa-Donna, par des actions dans les hôpitaux, par des actions dans les différents centres, que ce soit des villages ou par exemple des actions que l'on peut faire au niveau différentes, va vraiment s'impliquer. Mais néanmoins, il faut savoir penser que le cancer du sein, c'est toute l'année. Alors, Octobre Rose, à la base, c'est quand même le dépistage du cancer du sein. On a cette chance merveilleuse en France d'avoir un système de dépistage organisé, gratuit, qui concerne les femmes de 50 à 74 ans. Il est important que toutes les femmes puissent en bénéficier. Alors, cette année, il y a une vraie volonté d'Europa-Donna au niveau de l'Europe de se concentrer sur la partie prévention primaire. C'est-à-dire la qualité de vie, ne pas fumer, ne pas boire. On a de plus en plus d'études qui montrent qu'un certain nombre de cancers du sein sont dus au tabac, sont dus à l'alcool et sont dus aussi au manque d'activité physique. Obésité et cancer du sein sont malheureusement de plus en plus liés. Donc, il y a une vraie campagne et une journée de la santé du sein qui aura lieu le 15 octobre pour justement développer et faire mieux connaître toutes les caractéristiques d'une vie saine qui soit prise en charge le plus tôt possible. En France, l'INCa a permis que dès 25 ans, une consultation de suivi des seins soit mis en place et qu'il y ait aussi un certain nombre de conseils de santé publique. Pas fumer, pas boire, faire de l'activité physique, bien dormir. Ça permet aussi à long terme, on espère, d'avoir moins de cancer du sein. Je dirais que le message le plus simple, c'est qu'un dépistage précoce n'évite pas le cancer du sein, mais permet d'avoir un cancer du sein qui est pris en charge dans les meilleures conditions, avec une chance de survie beaucoup plus importante. Donc plus tôt le cancer du sein est détecté, que ça soit par autopalpation, donc il faut bien connaître ses seins en tant que femme, que ça soit quand vous recevez le papier à 50 ans du dépistage organisé, et puis savoir que ça existe. L'année dernière, il y a vraiment eu une diminution drastique et malheureuse du nombre de dépistages, du nombre de mammographies. Il faut vraiment qu'en 2021-2022, ces nombres augmentent d'une façon très importante. Donc tout le monde, là, est confronté, tout le monde doit être un peu l'ambassadeur, doit pouvoir parler, dire attention, le dépistage existe. C'est quand même la chance d'avoir une technique qui permet d'éviter, pas d'éviter, mais de traiter un cancer du sein dans les meilleures conditions. Ça existe, il faut vraiment en profiter.